Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webcast d'actualité sur le sujet de la taxonomie. C'est un sujet sur lequel nous avions déjà largement communiqué au cours des mois passés. La raison pour laquelle on fait un update aujourd'hui, c'est que la Commission européenne a publié un certain nombre de clarifications à travers une série de questions-réponses. En fait, deux séries de questions-réponses. Une première qui a été publié en décembre, mais qui concernait davantage les sociétés financières, et une deuxième série qui concerne les sociétés non financières, qui a été publiée le 2 février. Donc, l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de présenter un certain nombre de précisions qu'apporte cette série de questions-réponses au regard de ce que l'on a communiqué au cours des mois passés. Évidemment, il ne s'agit qu'un update, hein, donc si vous avez besoin de mieux comprendre tout le mécanisme de la taxonomie, on vous invite à vous référer à nos WebEx antérieurs que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc cette WebEx d'aujourd'hui est focalisée sur les sociétés non financières. Concernant les sociétés financières, on a fait un autre WebEx qui est paru le 17 février et que vous pourrez également écouter si vous êtes concerné par le sujet des sociétés financières. Voilà, alors cette conférence sera animée par Anne Langlais et Olivier Muller, qui sont tous deux directeurs dans notre organisation PwC. Et je précise qu'Anne Langlais est également coordinatrice du comité taxonomie à la CNCC. Olivier, je te cède la parole. Merci Olivier. Alors, en introduction, quelques rappels sur la taxonomie. C'est un règlement de 2020 qui va permettre de classer les entreprises selon leur degré d'alignement avec des activités durables. Alors, ce qu'on entend pour l'instant dans activités durables, c'est uniquement des aspects environnementaux. Le cadre actuel du règlement s'intéresse à 6 sujets, dont 2 sont déjà actifs dès l'année 2022, donc dès maintenant sur 2021, qui concernent le climat, l'atténuation et l'adaptation. 4 autres sujets suivront a priori dès 2024 sur l'année 2023. Le règlement concerne toutes les entreprises soumises à la NFRD, donc selon l'acception européenne avant transposition française. Donc un reporting dès l'exercice 2021 et dont les différents KPI doivent être publiés dans la DPEF. Alors, cette année, en fait, on a un reporting simplifié puisqu'on va s'intéresser qu'aux activités éligibles et on reviendra sur ce concept. Donc, ce qu'il faut publier pour les entreprises non financières, ce sont 3 KPI, pourcentage du chiffre d'affaires, pourcentage des CAPEX et pourcentage de certains OPEX alignés ou éligibles, selon l'année, avec cette taxonomie. Taxonomie qui, peut-être un jour, intégrera aussi les dimensions sociales. En tout cas, c'est en discussion, mais pour l'instant, on se concentre sur l'environnement. Alors, donc effectivement, sur les concepts de départ, 5 étapes successives sont à noter pour arriver à publier des informations sur l'alignement. La première concerne l'identification des activités éligibles. Et pour ça, on se réfère donc à une liste d'activités qui ont été publiées par la Commission européenne concernant actuellement le changement climatique. Donc, c'est la première étape qui est à réaliser dès cette année sur 2021. À partir de l'année prochaine, donc les entreprises non financières devront également intégrer des informations sur la contribution substantielle. Donc, en gros, toujours se référer au texte et de voir donc, si on a un point fort, en quelque sorte, d'un point de vue technique, sur les activités énoncées par la Commission. Troisièmement, les DNSH, c'est-à-dire de voir si on n'a pas de préjudice fort sur les 5 autres dimensions environnementales. Quatrièmement, on devra également respecter un certain nombre de principes minimums sur les aspects sociaux, droit du travail, notamment au sein des entreprises. Donc, si on respectera ces 4 thématiques, 1, 2, 3, 4, on sera considéré comme aligné et on pourra finalement publier les KPI. Donc, cette année, on se concentre sur l'éligibilité, même si effectivement une bonne pratique est de déjà commencer à regarder ce qu'il faudra faire sur les aspects contribution substantielle et DNSH notamment,
pour commencer le travail et petit à petit s'entraîner à ce qu'il faudra faire l'année prochaine. Alors là, on rentre donc dans les FAQ, donc dans ce qui a été publié en février. Donc les premières FAQ vont commencer donc à s'intéresser à l'éligibilité, sur comment est-ce qu'on définit ce principe d'éligibilité, sujet qu'on avait déjà vu dans nos webcasts précédentes. Et en gros, les FAQ vont confirmer le point de vue qu'on avait proposé, c'est-à-dire de définir l'éligibilité non seulement sur base de codes NAS qui sont inscrits en général sur chaque rubrique d'éligibilité, mais également de regarder finalement comment la description des activités sont réalisées, sont inscrites dans chacune des activités. Alors, on est tenté également aussi de regarder un peu les descriptions techniques des contributions substantielles, ce qui permet quand même un peu de regarder, même si c'est trop restrictif pour l'éligibilité, mais ça permet quand même de comprendre l'esprit du texte et de s'informer sur ce que la commission a en tête concernant le scope de l'éligibilité. Voilà, donc c'est cette vision croisée en quelque sorte de différents éléments qui permettra d'identifier le scope de l'éligibilité. Merci Olivier. Donc ce que tu dis, c'est qu'on se base sur la description, les codes NAS sont indicatifs et les critères n'interviennent pas dès l'éligibilité, mais ils nous aident à comprendre. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'objectif d'adaptation et d'atténuation et la comptabilisation du chiffre d'affaires? Alors, donc on a deux thématiques pour l'instant dans la taxonomie. Donc le climat, premièrement, la réduction des émissions. Donc dans ce cadre-là, toutes les activités qui sont listées vont permettre d'être qualifiées pour générer du chiffre d'affaires. Pour l'adaptation, il y a un point d'attention, c'est que certaines activités, celles qui sont considérées comme habilitantes uniquement, vont pouvoir dégager du chiffre d'affaires. Il y a une quinzaine d'activités habilitantes. Donc, en gros, quand on est qualifié sur l'adaptation, donc si on a des activités éligibles dans l'adaptation, attention, toutes ne pourront pas donc dégager ce chiffre d'affaires. D'accord, donc ça c'est vraiment un point important parce que dans l'objectif d'adaptation, on est vraiment plutôt orienté investissement. J'investis pour m'adapter et par exception, il y a certaines activités qui sont prévues pour générer du chiffre d'affaires. Et donc si on passe à la slide suivante, ce point est très important parce que du coup, en termes de comptabilisation pour l'éligibilité, la FAQ 5 a apporté quelques précisions. Donc on a les activités d'adaptation qui ne sont pas habilitantes. Et là, le point qui a été mentionné, c'est que dès l'éligibilité, les activités considérées comme éligibles sont assez restreintes. Déjà, il va falloir faire une analyse du risque climat et de vulnérabilité. Donc, on ne pourra pas prendre 100% des CAPEX et OPEX. Et donc, il faudra prendre seulement la quote-part qui correspond à la part relative au plan d'adaptation. Et donc, comme on n'est pas sur des activités habilitantes, on ne prend que des CAPEX et des OPEX et pas le chiffre d'affaires, comme ce que tu viens de dire, Olivier. Et le deuxième enseignement sur les activités habilitantes, alors là, c'est un peu moins clair. Donc, sur le sujet du chiffre d'affaires, la question, c'est au niveau de l'éligibilité, combien je peux prendre d'activités éligibles? Qu'est-ce que je couvre? Qu'est-ce que couvrent mes activités éligibles? Et alors là, il y a deux vues qui subsistent pour le moment. Les FAQ ne sont pas tout à fait claires. Donc, si on prend l'exemple de l'activité 8.3, Programming and Broadcasting Activity, qui sont des activités enabling, alors la première vue, ça va être de prendre 100% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de tous les programmes pour l'activité média 8.3, où il y a une vue 2 qui est un peu plus cohérente avec la vue qu'on a présentée à gauche pour les activités d'adaptation, qui est de prendre seulement X%, qui correspond à la proportion qui qualifie comme durable des programmes, du coup. Voilà. Et donc, une fois qu'on a choisi cette vue et expliqué surtout dans la DPEF ce qu'on a choisi, et ben, on prend 100% des CAPEX et OPEX qui correspondent à ces activités, un peu dans la logique de la comptabilisation de la catégorie A des CAPEX et OPEX de l'objectif mitigation. Un autre point concerne les KPI additionnels. Alors, on en avait un petit peu parlé parce qu'ils avaient évoqué les KPI additionnels, notamment sur le sujet des entreprises mises en équivalence. Et donc là, les KPI additionnels, c'est confirmé qu'ils sont autorisés.
ils ne font pas référence directement à la guidance sur les indicateurs alternatifs de performance de l'ESMA, mais ils donnent des indications sur le fait que les sociétés doivent toujours expliquer les raisons de ces disclosures. Et donc, on peut quand même faire le lien par analogie avec la guidance de l'ESMA. Et donc, le plus important, c'est de bien expliquer pourquoi est-ce qu'on ajoute ces disclosures volontaires, que ces disclosures volontaires ne soient pas mises plus en avant que les disclosures obligatoires, avec le KPI obligatoire qui soit moins mis en avant que le KPI volontaire. On a la FAQ 8, qui est un des enseignements importants de ces FAQ. Je précise qu'on ne revient pas sur l'ensemble des FAQ, mais on vous propose une synthèse des points principaux. Donc, cette histoire de la chaîne de valeur était assez importante. Donc, la question était de savoir, quand j'ai une activité, est-ce que les fournisseurs qui sont en amont dans la chaîne de valeur sont eux-mêmes éligibles? Et là, la FAQ 8 a apporté des précisions qui vont dans le sens de ce qu'on avait évoqué lors de nos webcasts précédentes. Donc, une activité, elle est éligible si elle est listée dans l'acte délégué. Donc, si jamais le fournisseur d'un composant n'est pas lui-même listé dans l'acte délégué ou n'est pas lui-même présent dans la description avec une mention de technologie, ben, il ne sera pas éligible. Donc ça a été confirmé par la FAQ 8. Un autre sujet qui avait été évoqué, c'est le sujet de la chaîne de valeur intégrée. Donc, notamment toute une chaîne de valeur avec des étapes de fabrication des produits au sein du groupe. Est-ce qu'on peut avoir une quote-part de ce chiffre d'affaires-là, qui n'est pas un chiffre d'affaires externe, valorisé comme étant éligible? Et donc là, la commission a apporté une réponse assez claire. Ce chiffre d'affaires n'étant pas un chiffre d'affaires externe, ne peut pas être reporté comme éligible, parce que c'est un chiffre d'affaires intragroupe. Voilà. En revanche, ce qui est précise dans cette FAQ également, c'est qu'on peut tout à fait envisager un KPI additionnel volontaire pour faire état de cette part de chiffre d'affaires intragroupe. Sur les KPI, sur le sujet des KPI CAPEX, la FAQ 8 a également confirmé la logique des catégories des différents CAPEX. Et donc, dans l'idée, on avait évoqué cet exemple-là lors de la webcast précédente. On a ce groupe Clean Energy qui a plusieurs types de CAPEX. Donc, les CAPEX de type de catégorie A, parce qu'on génère déjà du chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie. On a une catégorie B où on lance un plan. Et donc, la question était comment je comptabilise ces CAPEX-là. Donc, on avait dit qu'on prenait 100% des CAPEX rattachés à cette activité et 100% des CAPEX rattachés au plan de l'activité B. Et donc, ça a été confirmé. Il est écrit qu'il n'y a pas besoin de faire de filtre actif par actif sur ces catégories A et B. Voilà. Il y aura un point à discuter parce qu'il y a une notion d'actif essentiel qui est mentionnée dans cette FAQ qui n'est pas totalement claire, mais en tout cas, la logique de prendre 100% des CAPEX liés aux activités A et B a été confirmée. Olivier, je te laisse la parole pour la suite. Alors, concernant l'éligibilité, il y a eu un point particulier d'éclairage dans la FAQ 9 qui a introduit l'information nouvelle. Donc, sur la catégorie particulière 3.3, fabrication de technologies bas carbone pour les transports, le texte nous suggérait précédemment 3 différentes vues, plus ou moins restrictives selon la compréhension qu'on avait du terme bas carbone au sein de l'éligibilité. Donc, ça pouvait faire varier assez fortement, finalement, le pourcentage notamment de chiffre d'affaires éligible. Et finalement, la vue qui a été retenue par la Commission européenne dans cette FAQ 9 est assez large. Donc, en fait, au niveau de l'éligibilité, pour cette catégorie 3.3, tous les véhicules sont éligibles d'une façon générale. Donc, on n'a pas besoin donc, de segmenter le parc selon la motorisation d'une façon générale, mais un message important quand même complémentaire, c'est de regarder quand même au cas par cas pour voir voilà, comment s'applique dans le cas particulier cette recommandation.
Oui, effectivement, il ne faut pas faire de généralité. Donc, ils ont clarifié cette activité 3.3, mais dans l'acte délégué, on peut avoir d'autres types d'activités qui mentionnent dans le titre low carbone, mais la description en elle-même est parfois plus précise que juste low carbone. Donc, on ne peut pas faire une généralité de dire qu'il ne faut pas prendre en compte cette notion de low carbone. Là, le choix qui a été fait par la commission, c'est de ne pas considérer cette notion de low carbone parce que ce n'est pas un qualificatif précis. Et la description, du coup, n'étant pas assez précise, on n'en tient pas compte. Alors, sur l'aspect reporting simplifié, là, la FAQ 10 vient confirmer ce qu'on avait déjà pu présenter précédemment, notamment le fait qu'il n'y a pas de template obligatoire. Donc, voilà, il y a un certain degré de créativité, en quelque sorte, qui est possible cette année. D'autre part, le détail par activité, finalement, du pourcentage éligible est recommandé, donc pour être précis dans finalement la présentation des résultats, mais n'est pas obligatoire. Donc, on pourrait donner un pourcentage d'éligibilité globale, pourvu finalement qu'on ait des informations narratives qui, elles, sont bien confirmées comme étant nécessaires dès cette année. Oui, donc sur la suite, on a également une FAQ 11 qui porte sur le sujet des CAPEX et qui définit les CAPEX éligibles. Donc, on en revient à nos catégories A, B et C. Donc, ils ont confirmé ce qu'on avait pressenti de dire que ces catégories A, B et C qui étaient uniquement définies dans les règlements vis-à-vis de l'alignement, ils ont confirmé qu'elles peuvent se transposer telles quelles pour la définition de l'éligibilité. Y compris pour cette notion de plan, c'est-à-dire qu'on remplace tout simplement durable par éligible dans la définition de l'article. En revanche, il subsiste une question sur ce point-là, parce que la notion d'alignement pour un plan qu'on transpose avec un plan d'éligibilité n'est pas claire. Donc, ce sera un sujet à suivre, parce qu'un plan s'entend plutôt pour l'alignement. Donc, ça, c'est des questions qu'on va remonter pour avoir des clarifications. Ensuite, on a le sujet des CAPEX individuellement durables. Donc ça, ce point a été confirmé. On avait expliqué que cette catégorie C des CAPEX individuellement durables, dans quel cas ils étaient éligibles. Donc ils sont éligibles s'ils sont listés dans un des actes délégués. Voilà. Donc si on prend un exemple intéressant qui est assez récurrent, qui est le cas des activités 7.7, donc des ownership of building, qu'est-ce que ça veut dire que l'éligibilité sur ce cas particulier du 7.7 Ownership of Building? Donc, on s'était posé la question de savoir si ça voulait dire que j'avais pas de CAPEX et OPEX éligibles parce que j'avais pas les informations des fournisseurs, donc j'étais pas capable de dire si j'étais durable dès l'éligibilité. Donc, est-ce que je devais reporter 0%? Est-ce que je devais seulement reporter X% de mes CAPEX, de mes buildings selon ceux qui respectent les critères techniques des bâtiments sur ce sujet-là, ou est-ce que la vue 3, comme je suis dans l'éligibilité et que ma description ne comprend aucun critère technique au niveau vraiment de description d'éligibilité, et bien dans ce cas-là, je prends 100% de mes CAPEX de bâtiments. Voilà. Et donc, c'est cette vue-là qui est confirmée par cette FAQ 11. Donc, on est bien toujours sur la même compréhension et c'est également ce qu'on avait communiqué avec vous sur l'éligibilité. On est vraiment sur la description et on est éligible si on est listé dans l'acte délégué. Ensuite, on avait eu énormément de discussions sur le sujet des OPEX, qui était vraiment un sujet très peu clair, qui nécessitait des précisions. Donc, je rappelle que les OPEX de la taxonomie ont une définition vraiment particulière. Ce n'est pas du tout la notion d'OPEX au sens habituel du terme pour les entreprises, et ils ont vraiment fait une définition très restrictive. Donc, la taxonomie, je le rappelle, a défini les OPEX comme étant limités à un certain nombre de coûts directs non capitalisés, donc les frais de recherche et développement, les frais de rénovation de bâtiments, les contrats de location à court terme, frais de maintenance, entretien et réparation, et toute autre dépense directe liée à l'entretien courant d'actifs par l'entreprise. Et donc, ce dernier bullet point avait porté à beaucoup de débats parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on avait le droit de mettre dedans.
Donc, on va revenir sur cette notion de précision sur les OPEX. Un point important également, c'est que l'exemption des OPEX est possible, mais je rappelle qu'il faut discloser le dénominateur pour montrer que le dénominateur, selon la définition de la taxonomie des OPEX, n'est pas significatif par rapport au total des OPEX de l'entreprise. Et donc, les précisions qu'on souhaitait apporter par rapport à cette FAQ 11 qui a confirmé ce que signifiait le day-to-day servicing. Et donc, le day-to-day servicing qu'on inclut dans cette définition d'OPEX n'est pas le day-to-day operating. Et donc, on va venir inclure du matériel de maintenance, le coût d'un employé qui répare une machine, etc., comme listé sur le slide. En revanche, on ne viendra pas inclure les frais généraux, les matières premières, etc. Ça fait vraiment partie du day-to-day operating, de la même manière que des frais d'électricité, quand bien même elles sont vertes, ne rentrent pas dans le day-to-day operating. Un autre sujet important, qui était le sujet de la sous-traitance. Est-ce que si j'ai une activité éligible, mais que je la sous-traite, est-ce qu'elle est éligible? Donc, le plus simple, c'est toujours le sujet de la prestation de transport qu'on avait pris lors de notre webcast précédente. Donc, je vends une prestation, mais je sous-traite la prestation de transport. Est-ce que du coup, je suis éligible? Et donc là, la commission est venue préciser, nous, on avait vraiment posé cette question à plusieurs reprises, est-ce que si je suis principal, est-ce que je suis éligible quand bien même je sous-traite? Et donc, ils sont venus confirmer que oui. Un petit point quand même, c'est que les définitions qui sont venues apporter ne sont pas toutes exactement en ligne avec les terminologies utilisées dans IFRS 15 et notamment la notion de contrôle qu'ils ont utilisée dans la FAQ 15. Donc, pour l'instant, restons simples. On comprend qu'on peut être éligible si on est principal. Donc, ça, c'est des notions comptables qu'on comprend bien. En revanche, on clarifiera par la suite la compréhension des définitions qu'ils ont données, notamment sur le contrôle. Sur le périmètre, une FAQ assez simple qui est venue confirmer qu'on était bien sur un périmètre de consolidation, donc on venait prendre 100% des filiales UE et hors UE concernées, évidemment. Et donc, comme ce qu'on a dit, ça confirme que le KPI chiffre d'affaires est complètement en ligne avec le chiffre d'affaires consolidé, y compris le total des augmentations des CAPEX. On n'est pas dans un cas, dans ce cas-là, avec la définition des OPEX qui est restrictive. Et ensuite, il y a eu également d'autres sujets qui ont été abordés dans ces FAQ. On ne va pas toutes les redescendre. Ils ont aussi apporté dans la FAQ 13 des précisions sur des cas de chiffre d'affaires négatif. Ils ont confirmé qu'évidemment, ça c'est très clair, on n'a pas le droit de faire de double counting. Et également, ils ont apporté quelques précisions dans les cas où comment est-ce que ça se passe en termes de sortie de périmètre et de déconsolidation pendant un exercice. Et donc là, sans surprise, on doit suivre la logique comptable. Et donc, on aura le chiffre d'affaires d'une activité éligible à hauteur du chiffre d'affaires qu'on a comptabilisé jusqu'à la date de sortie. Voilà. Un petit mot pour la fin. Donc, on a redescendu les principaux enseignements. La taxonomie, on voit quand même que nous sommes en février 2022 et qu'il y a encore beaucoup de questions, de précisions à apporter. Les prochaines étapes, quelles sont-elles? Donc, ce que nous comprenons, c'est que fin mars, nous pourrions avoir le rapport final sur les 4 autres objectifs environnementaux. On comprend aussi que le rapport final sur la taxonomie sociale ne devrait pas tarder à sortir. Le rapport final sur les activités Harmful et NSI, je n'ai pas de précision, mais on peut peut-être l'espérer d'ici fin mars. Ensuite, d'ici la Q2 2022, on devrait avoir un draft de l'acte délégué des 4 autres objectifs environnementaux. Il y a également un rapport sur les garanties minimales qui est dans les tuyaux et qui devrait sortir donc mi-année, qui sera assez détaillé sur comment on applique cette étape de respect des minimum safeguards. Il devrait aussi y avoir en mi-année une FAQ sur l'alignement qui devrait aider les entreprises à préparer cette deuxième année d'application où l'alignement sera requis. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci Anne, merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions qui étaient utiles, évidemment tant pour les besoins de ce qui va être reporté au titre de 2021, mais pour l'année qui vient.
Donc merci et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée.